on the bottom of your screen, you can find the buttons where you can activate your microphone. Que vous pouvez utiliser et activer. Vous avez la boîte de dialogue et si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'utiliser plutôt que de mettre cela dans la question-réponse. Et nous avons également l'interprétation en français et en anglais et appuyez sur les langues sur le globe en bas de votre écran si vous souhaitez activer l'interprétation. Merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Susan Grant-Lewis et je suis la directrice de l'Institut international pour la planification de l'éducation de l'UNESCO, l'IPE, et je suis très heureuse d'avoir un public aussi important aujourd'hui pour ce premier webinaire d'une série sur l'utilisation des données de l'évaluation dans les processus de planification. Nous allons partager avec vous quelques diapositives. Voilà ce à quoi je ressemblais avant le Covid et avant la fatigue imposée par la vie après le Covid. Et il y a davantage de données d'apprentissage disponibles dans les pays qu'avant. Mais il y a quelques années, il y a 2 ans, nous avons commencé à nous demander comment ces données sont utilisées et ce qu'il en est de l'accès à ces données. Est-ce que cela permet d'alimenter les politiques et les processus de politique à travers le monde? La recherche est vraiment une opportunité extraordinaire pour nous et nous avons mis en place une série de webinaires en 3 parties et l'objectif des séries de webinaires, c'est d'utiliser les résultats de la recherche et de discuter les points importants concernant les données sur l'évaluation de l'apprentissage et comment améliorer leur utilisation. Lors de notre premier séminaire, c'est-à-dire celui d'aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur l'utilisation des données d'évaluation des apprentissages dans le cycle de planification, modalités et obstacles. Puis, lors de la deuxième session, lorsque nous nous retrouverons, nous parlerons des politiques des évaluations, des cadres institutionnels pour l'utilisation des données d'apprentissage. Dans la troisième session, nous parlerons des interactions entre les acteurs et de l'utilisation des données des apprentissages. Tout ceci concerne l'utilisation des données sur l'apprentissage. Et nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous et j'espère que vous serez des nôtres pour ces 3 séminaires. Diapositive suivante, voilà. Nous en sommes donc à cette première session et je vais vous présenter ce que nous avons au programme. Je souhaiterais également dire que l'IPE a mené ce projet, mais nous avons collaboré avec l'USAID dans la recherche menée au Ghana et au Sénégal. Et je donnerai la parole. Je voulais vous expliquer pourquoi Elena est avec nous aujourd'hui et la remercier. Diapositive suivante. Donc, je voudrais maintenant vous dire un peu qui nous aurons avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons parler de l'Afrique subsaharienne et nous allons entendre Eva Rodonit et sa collègue Tuama Naia Pafisi, qui nous parleront des tendances et des défis dans l'utilisation des données d'évaluation des apprentissages dans le cycle de planification en Afrique subsaharienne, où cette recherche a été menée. Mais nous allons également discuter avec le bureau de Paris et du Buenos Aires de l'IPE et nous entendrons Fernanda Luna, qui est une collègue du bureau de Buenos Aires, qui nous parlera d'une étude et de sa pertinence pour l'Amérique latine. Notre troisième panéliste, c'est notre cher collègue du Ghana, qui est un institut de catégorie 2 de l'UNESCO, qui va nous parler de l'utilisation des données d'évaluation des apprentissages au Ghana. Et ensuite, nous passerons au sud du continent et nous entendrons Charmaine Villet et Erta Pomuti, qui nous parleront de l'utilisation des données d'évaluation des apprentissages dans le système éducatif namibien. Et enfin, nous avons la chance d'avoir avec nous Ramia Vivekanandhan, qui va nous parler des systèmes d'évaluation et des barrières auxquelles les pays sont confrontés. Nous espérons que nous aurons suffisamment de temps pour prendre votre question. Mettez-les bien dans la section questions et réponses, dans la boîte de dialogue. Et Lynn Sargent sera donc la modératrice pour les discussions. Assurez-vous de bien suivre en ligne, de tweeter vos observations également
et vous trouverez également un grand nombre d'entre eux sur le tweet. Et c'est un véritable plaisir maintenant de passer la parole à Leva Rodonit. Merci beaucoup. Bonjour à tous et nous sommes très heureux aujourd'hui de partager avec vous les résultats de l'étude sur les données d'évaluation. Et aujourd'hui, dans notre présentation avec ma collègue, nous allons d'abord parler de la logique de ce projet et avant d'en parler directement, d'aborder les résultats. Pourquoi est-ce que nous avons lancé ce projet? Et comme je l'ai déjà dit, il y avait un certain nombre de raisons qui expliquent cela. Nombre de rapports ont montré que la crise de l'apprentissage est importante dans le monde, notamment en Afrique subsaharienne. Et la mesure des résultats de l'apprentissage ont été très souvent mentionnés, non seulement pour mesurer le problème, mais pour trouver également des solutions possibles. Et il y a eu une évaluation logique, notamment dans les pays à faible revenu et aux revenus intermédiaires, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et nous avons donc un certain nombre de données. Nous avons néanmoins remarqué que beaucoup de ces données ne sont pas utilisées, que l'on n'utilise pas tout le potentiel et qu'il y a des éléments qui ne sont toujours pas documentés. Donc, ça a été notre point de départ dans notre réflexion. Et nous savons que l'un des débats était de porter sur cette compréhension linéaire de l'utilisation d'éléments factuels dans l'élaboration de la politique, ce qui m'amène à la diapo suivante. Et nous avons vu qu'il y avait cette hypothèse, à savoir que tant que l'on a de bonnes données d'apprentissage, les décideurs vont les utiliser pour la politique. Et nous voulions remettre en question cette hypothèse. Et nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'acteurs différents qui interviennent dans ce que l'on croyait être un chemin linéaire. Et nous avons vu que l'évaluation de l'apprentissage et l'utilisation des données sont plus difficiles dans les contextes où il y a des problèmes en matière sur le plan financier et des ressources humaines. Et les pays ont participé à cela sur la base du processus plutôt que sur l'utilisation ultime des données. Et les acteurs sont également extrêmement importants dans l'élaboration de la politique et l'utilisation des résultats de la politique. Donc, nous avons voulu nous plonger dans ces facteurs dynamiques et les étudier plus en détail, raison pour laquelle nous avons créé ce projet. Une étude a été mise en œuvre dans 6 pays et je suis très heureux de dire que nous entendrons pratiquement tous ces pays s'exprimer tout au long de cette série de webinaires. Et il est important de dire que nous étions axés sur une évaluation particulière. Nous nous sommes penchés sur les évaluations nationales et internationales à grande échelle. Et nous avons essayé de voir également comment ces informations pouvaient être utilisées avec d'autres données, comme par exemple les résultats des examens. Nous avons utilisé une méthodologie et nous avons mené des entretiens et des observations dans chacun de ces pays. L'objectif général ultime étant de générer des connaissances particulières et de soutenir les pays dans l'utilisation de ces pays dans le cycle de planification et plus particulièrement de fournir des orientations sur des améliorations durables dans l'utilisation de ces données. Ceci a été guidé, notre recherche a été guidée par 3 questions et vous allez voir comment est-ce que nous avons répondu. Nous répondrons à chacune d'entre elles tout au long des séries. La première concerne l'aspect réglementaire. Nous en parlerons durant le deuxième séminaire, alors qu'aujourd'hui, nous allons nous demander comment les pays utilisent les données dans les cycles de planification et nous allons également nous pencher sur les facteurs qui conduisent à l'utilisation des données d'apprentissage. Nous allons également en parler pendant les webinaires 2 et 3. Vous pouvez voir que pour ce projet, nous utilisons le cycle de planification comme étant notre cadre conceptuel et il est important de dire que nous l'utilisons pour trouver des versions du cycle de planification. Ce processus de planification est devenu une séquence de processus dans un grand nombre de pays qui est extrêmement utilisé. Et de ce fait, il est pertinent pour nous d'analyser l'utilisation des données, plus particulièrement dans ce domaine, notamment parce que l'IPE est impliqué dans nombre de ces phases. Et chacune de ces phases
a donné lieu à un document de projet également formalisé. Nous présenterons également nos résultats sur ce point. Donc, avant d'exploiter la question, nous aimerions poser notre question. Vous devez maintenant avoir une question qui vous est posée à l'écran pour le sondage et nous aimerions savoir dans quelle phase du cycle de planification est-ce que vous pensez que cela informe les données d'évaluation des apprentissages informent-elles le plus souvent. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a plusieurs réponses. L'analyse sectorielle de l'éducation, la préparation du plan sectoriel de l'éducation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation. Et si vous considérez que ces processus de planification ne définissent pas la façon dont cela est géré dans votre pays, vous qui tickerez à ce moment-là, vous cocherez la case non pertinente. Voilà, je vous donne le temps de répondre avant que nous n'affichions vos résultats à l'écran. Yes, Andrea, could we have maybe already responses? Est-ce que nous pouvons déjà afficher les réponses à l'écran? Yes, these are indeed very interesting. Donc, voilà. Ce sont des réponses très intéressantes et nous constatons que l'analyse du secteur de l'éducation se retrouve en haut de la liste, suivie par le suivi et l'évaluation, et ensuite la préparation du plan du secteur de l'éducation, du plan sectoriel de l'éducation. Ce qui est plus ou moins aligné sur nos résultats. Je pense que nous pouvons passer maintenant à l'analyse du secteur sectoriel de l'éducation. Et c'était un document important à analyser parce que l'analyse sectorielle de l'éducation est souvent un document de référence pour la préparation du plan sectoriel de l'éducation. Et ce que nous avons vu, c'est que les données de l'évaluation des apprentissages sont mentionnées souvent dans ces documents, sont présentées de manière générale et montrent que les résultats de l'apprentissage sont assez faibles et sont présentés de manière assez descriptive et sont des informations importantes comme par exemple des résultats désagrégés et tenant compte également des facteurs socio-économiques. Et nous avons également constaté que bien qu'il s'agisse là d'une première étape très importante dans l'analyse, ces résultats restent souvent statiques et descriptifs. Et le principal problème étant que cela ne permet pas toujours une bonne identification des problèmes et des progrès réalisés qui sont essentiels dans la formulation de la politique. Et le lien très faible dans cette chaîne, c'est une mauvaise enquête sur les raisons qui peuvent influencer l'apprentissage. Et nous avons noté que cette analyse était assez faible dans la plupart des analyses du sectoriel de l'éducation et nous disons très souvent que l'analyse sectorielle de l'éducation est une bonne base pour une vue générale, mais c'est une base trop faible lorsque l'on veut parler d'orientation politique plus spécifique. Néanmoins, cela n'est pas le cas pour l'ensemble des documents que nous avons analysés. Et par exemple, la Namibie et la Gambie sont allés plus en détail dans cette analyse et ceci sur une base plus solide pour la formulation de la politique. Je pense que nous pouvons maintenant passer à la préparation du plan sectoriel de l'éducation qui était vraiment au cœur de notre étude. Nous avons passé beaucoup de temps à essayer de comprendre les dynamiques sous-jacentes. Et ce que nous avons constaté, c'est que c'est un exercice qui est très difficile car il y a beaucoup de choses, bien entendu, qui participent au processus et parce que nous avons dû également nous baser sur des interviews pour cela. Mais nous avons constaté que les données sur l'évaluation de l'apprentissage ont plus de chances de guider les orientations générales de l'élaboration des politiques, comme par exemple l'éducation de la petite enfance ou d'autres orientations générales, mais qu'il était beaucoup plus difficile de voir comment est-ce que les politiques ou les initiatives spécifiques
qui ont été produits du fait de la recherche et des résultats de la recherche, nous avons pu constater que souvent les gens disent que les données de l'apprentissage sont très importantes pour comprendre la santé du système de l'éducation et que les questions et les discussions sont importantes, mais qu'il leur était plus difficile d'indiquer des politiques spécifiques. Et c'est un résultat intéressant et il y a eu des exceptions à cela, notamment lorsque l'on parle de certaines politiques et d'évaluation, et nous en parlerons un peu plus, et nous avons constaté également que les données d'apprentissage pouvaient informer une politique plus facilement lorsqu'il n'y avait pas de projet externe qui était prêt à financer cette initiative par la suite. Et un autre résultat auquel nous sommes arrivés, c'est que les plans sectoriels de l'éducation s'intéressent beaucoup au renforcement des évaluations même, ce qui effectivement est très important et nous savons que les pays doivent également démontrer cette amélioration pour recevoir des subventions concernant la mise en œuvre de programmes. Néanmoins, nous avons constaté que l'on y fait moins attention qu'aux mécanismes visant à améliorer l'utilisation de ces données. Et c'est un résultat intéressant sur lequel nous devrions nous pencher davantage à l'avenir. Et je vais maintenant donner la parole à ma collègue Tuamanaya qui va continuer avec le cycle de plans de planification. De planification que nous allons aborder et la mise en œuvre. Donc, cette phase va consister à définir les activités qui vont être mises en œuvre pour traduire la vision du PSE. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que on a trouvé assez peu de cas d'utilisation des données des apprentissages par le niveau central, mais que la plus grande partie de cette utilisation est vraiment le fait des niveaux décentralisés dans le cadre de leur mission de mise en œuvre du plan national. Alors, les modalités d'utilisation de ces données des apprentissages vont être le suivi des performances scolaires, l'établissement d'objectifs, l'élaboration de stratégies scolaires ou encore les activités de développement professionnel des enseignants. Donc, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que la plupart de ces modalités d'utilisation sont plutôt permises par des données d'évaluation quand elles sont conduites sur la population totale des élèves. Bien sûr, ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais de manière plus générale, on a constaté qu'il y avait une plus grande tendance à recourir aux données des examens par les niveaux décentralisés, puisqu'elles permettent de fournir des informations de manière plus ponctuelle, mais aussi avec un niveau de détail plus raffiné qui vont permettre d'aller jusqu'au niveau individuel des élèves. Alors, la Gambie offre un exemple intéressant d'utilisation assez sophistiquée et généralisée des données des évaluations des apprentissages par le niveau décentralisé. Donc, ici à l'image, vous avez une sorte de carte d'évaluation de l'école ici d'Albion à Banjul dans la région 1. Donc, cette carte, elle va être produite par le service de planification pour toutes les écoles. Elle va, entre autres, contenir des informations comme la performance de l'école à l'évaluation nationale NAT, mais aussi à l'examen GABC. Et ces performances vont être comparées aux ressources disponibles de l'école, mais aussi aux performances des autres écoles au niveau du district, de la région ou du pays. Et donc, l'objectif premier de cette carte, c'est vraiment d'informer les communautés, les parents et les élèves à qui on va présenter cette carte au cours de réunions annuelles. Donc, elle va servir de base à la discussion et communautés éducatives et parents vont pouvoir discuter, fixer des objectifs et réfléchir au développement d'un plan d'amélioration pour l'école. Donc, la dernière phase qu'on va voir, c'est la phase de suivi-évaluation qui va permettre d'assurer que les activités ont été réalisées comme prévu et aussi que les objectifs ont été atteints. Donc, c'est en fait la phase la plus informée par les données des apprentissages, contrairement à ce qui a pu ressortir du sondage. Et ces données des apprentissages vont pouvoir permettre de fixer des objectifs et des bases de référence, mais aussi de
rendre compte des progrès qui ont été réalisés jusque-là. Alors, un résultat assez intéressant de notre étude, c'est que les indicateurs qui sont basés sur les données des apprentissages dans les PSE ont augmenté non seulement en nombre, mais aussi en complexité. Par exemple, au Sénégal, on va retrouver le taux de variation des scores. En Gambie, ça sera le taux de variation du nombre d'élèves qui ont réussi le test. Mais très souvent, dans la plupart des cas, ce sera plutôt les scores généraux moyens qui vont être utilisés. Et une donnée assez importante, c'est que même si ces indicateurs qui utilisent les données des apprentissages sont présents dans les différents cadres de résultats, ils ne sont pas souvent renseignés à cause de la discontinuité dans l'administration des évaluations, ce qui bien sûr représente un frein à un suivi efficace de ces indicateurs dans le temps. Alors, avant de passer aux politiques et activités qui sont informées par les données des apprentissages, j'aimerais connaître votre avis à travers une petite question de sondage pour savoir, selon vous, quelles sont les politiques et activités qui sont les plus souvent influencées ou informées par les données des apprentissages. Et je vous demanderai de bien vouloir sélectionner 2 réponses au plus parmi les propositions qui vous sont soumises. Donc, on vous laisse un petit temps pour répondre à la question. Peut-être, Andrea, on peut avoir les réponses. Voilà. D'accord. Donc, c'est très intéressant. Donc, le développement ou la révision des programmes scolaires arrive assez largement en tête, suivi de la formation des enseignants. Ouais, merci. Donc, en fait, ce que notre étude montre, c'est que bien qu'il existe un champ de possibilités assez large, finalement, les politiques ou les activités qui sont informées par les données des apprentissages constituent finalement une gamme assez restreinte. Et ce sont les principaux types de politiques que l'on a pu recenser dans notre étude. Et ici, ils ne sont pas classés par ordre d'importance, mais on aura, par exemple, la formation initiale et continue des enseignants, les méthodes d'enseignement, la révision, l'élaboration de programmes scolaires, qui est effectivement un type de politique très fréquemment informé par les données des apprentissages, l'élaboration de matériel didactique, donc le matériel d'enseignement, apprentissage, et enfin la politique de fourniture de manuels scolaires. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que dans des cas plus rares, on va trouver que les données des apprentissages ont informé, par exemple, l'affectation des enseignants ou bien les politiques d'équité qui vont viser à soutenir un groupe d'élèves particuliers. Ce qui est important de noter aussi, c'est que parmi toutes ces politiques que l'on a énoncées, EGRA semble avoir une influence plus apparente, ou en tout cas, les documents de programmation font référence de manière plus explicite. Il est assez difficile d'expliquer pourquoi EGRA, ce qui semble être une préférence pour EGRA, mais en revanche, ce qu'on sait, c'est que EGRA fait souvent partie intégrante de projets pour l'amélioration de la lecture qui peuvent être assez importants, comme au Sénégal, par exemple, le projet Lecture pour tous, ou encore en Guinée, il y a un programme d'expérimentation pédagogique du même nom. Donc, ça peut contribuer à renforcer parmi toutes ces évaluations, d'autant qu'il y a aussi un focus assez important sur l'acquisition des compétences fondamentales en lecture dans ces pays. Donc maintenant que l'on a traité des tendances dans l'utilisation des données des apprentissages, on va maintenant s'intéresser aux facteurs qui peuvent expliquer ces tendances. Et donc, il ne s'agit pas ici de faire une liste de facteurs statiques qui ont déjà été assez largement traités dans la littérature, mais vraiment d'insister sur les apports nouveaux de notre étude en soulignant les dynamiques qui peuvent exister entre ces facteurs et qui font qu'il n'y a pas de réponse unique et simple à la question des causes de la sous-utilisation des données des apprentissages. Donc, pour ce webinaire, nous avons choisi de vous parler de la qualité des rapports d'évaluation, de la dissémination des résultats et enfin des capacités nationales.
Donc, commençons par les rapports d'évaluation. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que les rapports d'évaluation, outre les réunions qui sont souvent organisées pour partager les résultats des apprentissages, sont souvent le seul ou en tout cas le principal outil de dissémination. Or, ils peuvent présenter certains écueils qui vont créer des défis pour la bonne interprétation et la bonne compréhension de ces résultats. Donc, en premier lieu, par exemple, les résultats des apprentissages sont souvent présentés en score moyen. Alors, même si ça peut être suffisant pour avoir un aperçu très global du niveau des apprentissages dans un pays, il est important aussi d'avoir une vision plus complète et peut-être plus nuancée de ces résultats des apprentissages. Ensuite, l'analyse des facteurs qui influencent ces apprentissages est souvent soit limitée, voire absente, et de là découle un certain manque de précision dans les recommandations qui peuvent être formulées dans ces rapports. Or, ce sont là deux aspects très importants des rapports, puisque très attendus par les décideurs politiques qui veulent savoir non seulement pourquoi le niveau des apprentissages est tel qu'il est, mais aussi quelles solutions ils peuvent eux mettre en place de leur côté pour y remédier. Ensuite, comme je l'ai dit, les rapports d'évaluation sont souvent le seul ou le principal outil de dissémination. Donc, une mission très compliquée pour les services d'évaluation. Assez variées. Donc, toute cette diversité implique aussi des attentes très différentes par rapport à ces rapports. Et donc, sans surprise, lorsqu'on a interrogé certains des destinataires de ces rapports, d'un côté, on avait des personnes qui trouvaient que ces rapports étaient très difficiles à lire parce que trop techniques. Et de l'autre, on avait des personnes avec un niveau de compréhension plus élevé des statistiques qui trouvaient au contraire qu'il manquait de rigueur statistique. Donc, c'est un équilibre très difficile à trouver, mais dans les deux cas, cela amène à des difficultés pour extraire les informations et les messages politiques les plus importants et les plus pertinents pour les acteurs de l'éducation. Donc, ça nous amène à une question qui a été posée sur le blog du Learning Portal. Est-ce qu'une évaluation des apprentissages compte si personne ne comprend ou même ne lit les rapports? C'est à toi, Yeva. Thank you very much, Tumana, and I will now address the more Merci general. beaucoup. Et je vais maintenant vous parler d'une question plus générale concernant la dissémination. Et je pense que c'est l'une des barrières les plus fréquemment citées. Mais nous avons trouvé également dans notre étude des résultats très intéressants. Nous avons constaté que très souvent, il n'y a pas de stratégie de définition clairement définie. Et donc, les activités de diffusion se retrouvent quelquefois, les stratégies sont quelquefois fragmentées. Dans certains pays, nous avons également constaté qu'il y avait des exemples positifs, mais très souvent, il n'y avait pas de stratégie qui se penchant sur les modalités de diffusion. Et nous avons également remarqué que malheureusement, lorsqu'il y a des difficultés budgétaires, la diffusion est la première phase du cycle de gestion des données qui est touchée. D'un côté, bien entendu, ceci est compréhensible parce que les activités de diffusion sont souvent très coûteuses, notamment si elles impliquent l'organisation de cours ou des séminaires. Mais par ailleurs, ceci est très important également pour avoir accès à ces informations. Un autre résultat important que nous avons constaté, c'est que les données de l'apprentissage sont souvent utilisées au niveau central et la chaîne de diffusion semble être perturbée au niveau décentralisé. Et dans une autre mesure, nous avons constaté cela dans tous nos projets. Les responsables au niveau décentralisé avaient beaucoup plus de mal à accéder aux résultats. Dans les canaux de communication formelle, cette question est en fait un peu moins importante. Dans certains cas, il y a aussi d'autres questions qui se lèvent. Il y a d'autres acteurs qui sont beaucoup plus loin des réseaux informels qui n'ont pas pu accéder à cette information. Un autre résultat, c'est en fait le problème de retard. Les différentes activités de planification, quand est-ce que les données sont publiées? En Namibie, les données d'apprentissage arrivaient après le rapport budgétaire annuel. Et donc,
Et parfois, il y a des acteurs qui ont dû puiser dans d'autres sources, comme les résultats d'examen. Et c'était aussi un problème dans d'autres pays. Nous avons également remarqué qu'il y a deux façons de diffuser, le rapport et ensuite la réunion de diffusion. Très souvent, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais dans la littérature, et nos résultats montrent également qu'il est très important d'avoir un moyen de diffusion très large. Donc, cet éventail de moyens de diffusion adaptés et ciblés aux différents auditoires pourrait vraiment activer cette information. Je voulais vous parler d'un exemple zambien. En 2004, il y avait tout un éventail d'outils de diffusion et il y a eu également la diffusion au fur et à mesure qui a été très appréciée par des différents acteurs. Et bien entendu, les moyens de diffusion dépendent également des moyens financiers. Je pense que je vais m'arrêter là. Je sais que il y a également la question de capacité, mais je vois qu'on n'a pas de temps et je souhaite m'assurer que les autres aussi puissent avoir un temps de parole suffisant. Donc, nous allons aborder cette question de capacité dans d'autres webinaires, dans le webinaire 2, par exemple. C'est pour pouvoir traiter ce sujet en profondeur. Donc, merci beaucoup et je vais donner la parole à Sue. Merci beaucoup, Tumanaya et Eva. Un très bel aperçu du processus de planification sectorielle, les différentes tendances que vous avez trouvées dans la recherche subsaharienne. Donc, avant de parler des pays africains spécifiques, je souhaite accueillir Fernando Luna, qui est coordinatrice par intérim de la recherche du développement pour le bureau de l'IPE UNESCO pour l'Amérique latine. Donc, Fernanda, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir donné la parole. Et je souhaite féliciter Eva et son équipe pour sa présentation et je souhaite également les remercier. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation très succincte de ce que nous avons fait en 2020. Je vais vous parler des différentes régions de l'Amérique latine. Je vais aussi voir comment la méthodologie a été adaptée en Amérique latine. Ensuite, quand est-ce qu'on peut attendre les résultats et à quelle phase est-ce que le projet va démarrer et quelles sont les différentes leçons qu'on pourrait tirer. Donc, quel est le sujet? L'Amérique latine a une tradition d'évaluation d'apprentissage. Cela dure depuis 3 décennies. Nous sommes toujours en train de développer des méthodologies. Avant, nous avons mené ces évaluations qui ont été motivées non seulement sur une base technique, mais aussi par des débats qui sont en fait en cours entre les différentes communautés et les acteurs. Il y a des évaluations matures, consolidées dans le système et nous produisons des connaissances. Mais il y a un consensus mondial que l'information produite n'est pas suffisamment utilisée dans le cas des enfants et des adolescents. Donc, nous devons utiliser les résultats d'apprentissage, non seulement sur le plan technique et institutionnel, mais aussi au niveau des politiques et au niveau différents niveaux des opérations du système éducatif. Il est important de savoir comment la dynamique de la configuration est influencée par l'utilisation de ces outils. Il est important de faire un inventaire des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. L'étude se focalise sur les différents pays et nous pouvons tirer des enseignements et des recommandations à partir de ces études.
Le deuxième point porte sur la méthodologie. Comment est-ce qu'elle a été adaptée? L'adaptation, il y a deux sortes d'adaptation. D'abord, une adaptation conceptuelle et ensuite, il y a le cadre méthodologique. Le cadre conceptuel est élargi. L'étude en Amérique latine suppose qu'il y a déjà, en fait, une prise de décision au niveau local. Et tout ça est formalisé par l'analyse sectorielle et le plan sectoriel. Et il y a aussi des procédures moins formelles qui ne vont pas mettre à mal les idées sur l'analyse des informations. Donc, l'écosystème de l'information est très important aussi. Il y a aussi d'autres indicateurs statistiques qui sont utilisés. Et il y a une façon de comprendre ces outils. Il y a la sélection des profils des personnes interviewées est très importante. Donc, il y a des profils très spécifiques qui ont été pris en compte. Comme vous le savez, même ce processus de changement dans le gouvernement, par exemple en Argentine et en Uruguay, ont été inclus. Et, excusez-moi, l'oratrice est à peine audible. Il faut qu'elle ralentisse, il faut qu'elle parle plus fort. Enfin, il y a 3 ou 6 pays qui ont été pris en compte. Donc, il y avait l'Argentine et le Mexique. Donc, nous souhaitons avoir les résultats et la publication est prévue pour le fin mars. Les rapports sont en cours de rédaction. Et quel est l'avantage apporté au niveau mondial? Donc, il s'agit de pouvoir comparer l'accès pour pouvoir échanger des expériences et également augmenter la connaissance entre les différentes régions. Nous souhaitons développer un document dans lequel un certain nombre de questions vont être étudiées, comme la thématisation et les systèmes d'allocation nationale, la reconnaissance de décentralisation, le rôle différentiel des acteurs internationaux dans les politiques et le rôle de la société civile et comment est-ce qu'ils utilisent les informations dans le débat. Merci beaucoup de votre attention et je vais rendre la parole à Sue. Merci beaucoup, Fernanda. Nous attendons avec impatience cette analyse et vous êtes tous parmi nous aujourd'hui et sachez que ce sera partagé sur le site web de l'IPE. Donc, nous attendons cette analyse avec impatience. Nous allons maintenant entendre nos collègues de Ghana et ensuite de Namibie. Donc, je vais donner la parole à Mike Kojo Abre, qui est le responsable des subventions et des services de conseil à l'Institut pour la planification et l'administration de l'éducation, IEPA, au Ghana. Et c'est en fait un institut de catégorie 2. Merci beaucoup. Merci, mes chères directrices. C'est un immense plaisir pour moi de faire un rapport sur le contexte ghanéen et vous donner quelques informations contextuelles sur ce qui se passe. Et aussi les études qui ont été effectuées dans mon pays, au Ghana.
Donc, quelques informations contextuelles pour commencer. Il faut savoir que à partir de 2009, le gouvernement s'est engagé à fournir les données pour améliorer ses programmes. Donc, en 2020, il y avait une étude autour des données d'évaluation d'apprentissage qui a été menée. Mais il faut se plonger un peu dans l'histoire. D'abord, les idées autour des données d'évaluation des apprentissages ont fait surface en 1990, lorsque USAID a soutenu le test référencé et ça a été financé par la Banque mondiale. Ensuite, il y avait l'apparition des données d'apprentissage. Le premier, c'était le TIMSS, l'évaluation TIMSS. Ghana a participé à cette évaluation en 2003, 2007 et 2011. La performance n'était pas très bonne, mais le tout dernier était en 2011. En ce qui concerne l'évaluation nationale, la première évaluation a été effectuée en 2004 et ensuite il y avait des évaluations en 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2016 et 2018. Donc le Ghana a toujours participé à cette évaluation nationale. Il y avait aussi EGRA et EGMA qui ont été très présents dans le paysage. Sachez que tout cela est soutenu par Estena Influx. Donc, il y avait cette idée de continuité. Lorsqu'il y avait ces évaluations, à partir de 2018 jusqu'à 2020, il y avait le projet Gallo. Donc, c'est un projet de responsabilité qui s'est penché sur le sous-composant 3,2. Et cela pour mettre en place une stratégie d'évaluation nationale. Donc maintenant, il est possible de faire des synergies entre les différentes sources de données. Donc, les informations dans le SIG, HRMIS, la cartographie des écoles, l'inspection, le suivi scolaire des étudiants, l'évaluation. Et donc, toutes ces bases de données peuvent maintenant être liées pour créer des synergies. Donc, comme je vous ai déjà dit, je vous ai déjà parlé des fréquences d'évaluation, des différentes évaluations. Et le thème qui est très important, c'est comment est-ce que nous avons pu utiliser ces données d'évaluation des apprentissages. Il y a peu de choses. D'abord, il faut savoir que nous avons utilisé ces données pour les placements et pour prendre des décisions en ce qui concerne l'allocation des ressources. Aussi pour la formation et aussi pour l'utilisation dans le domaine d'améliorer la performance du système de façon globale. Et ces données nous aident également à diminuer les inégalités dans le système. Donc, on a pu aussi faire des interventions spécifiques pour améliorer l'apprentissage grâce à ces données. Au niveau des régions et des districts, le Ghana est censé améliorer les activités de planification afin d'alimenter la prise de décision. Donc, les données d'examen sont aussi très importantes. Il y a aussi parmi tous les responsables des districts qu'on a interviewés, nous avons constaté qu'il y a de plus en plus d'importance accordée à ces données d'évaluation.
il y a des examens qui sont en fait auxquels se présentent différents candidats et les données émanant de ces examens sont aussi très importantes. Donc, ce sont des examens auxquels se présentent certains niveaux des étudiants et cela est utilisé pour l'amélioration du système. Et on peut les utiliser aussi pour la planification de façon plus spécifique. Il est très important de voir quels sont les défis dans l'utilisation des données d'évaluation d'apprentissage. Premièrement, il y avait une pénurie d'une politique globale sur l'évaluation. En ce qui concerne ce point, l'année dernière, il y avait la politique qui a été signée sur le cadre des données d'évaluation d'apprentissage et c'est un cadre qui se penche de façon générale sur l'évaluation d'apprentissage. Donc, lorsqu'il n'y a pas de cadre, nous constatons qu'il y a aussi une absence pour assurer une sorte de cohérence parmi les différentes évaluations et pour s'assurer que ces évaluations soient bien alignées avec le nouveau programme scolaire. Encore une fois, nous devons améliorer l'importance de ces évaluations et inclure ces données dans la planification. Il y a également des barrières financières. Il y a également une pénurie de ressources. Donc, on n'a pas d'Internet, on n'a pas non plus la possibilité d'évaluer les tableaux de bord qui montrent les indicateurs. Il y avait également une pénurie des moyens de transport. Sachez que les services d'examen et les services de développement de programmes scolaires sont en fait sous-équipés. Ils n'ont pas la possibilité de soutenir d'autres agences. Donc, s'il y a une forte dépendance sur les flux externes, nous devenons complètement dépendants et nous ne pouvons pas mener des évaluations en interne. On peut identifier d'autres défis. Les rapports qui sont préparés sont très génériques et donc nous ne pouvons pas les utiliser. Donc il est très difficile pour les responsables de planification qui ne sont pas très efficaces d'utiliser ces rapports. Donc il faut vraiment contextualiser les rapports, adapter ces rapports au contexte et cela est très important. Et il y a aussi la question de responsabilité nationale. L'accessibilité nationale est aussi très importante et aussi il faut que ces données puissent alimenter le cycle de planification. Au moment de collecte de données, il n'y avait pas de réglementation sur comment les données doivent alimenter la planification, ce qui était problématique. Donc, en ce moment, il est très rassurant de savoir qu'il y a une politique en place. Donc, quelques recommandations maintenant. Donc, la recherche et l'utilisation des données contextuelles sur les étudiants, les enseignants, afin d'améliorer la richesse des données. Donc, il faut aussi un niveau d'engagement plus fort. Il faut aussi adopter un modèle d'évaluation inclusive pour que tous les enfants, tous les groupes d'enfants soient bien représentés et aucun enfant soit un peu laissé à la traîne. Très souvent, au Ghana, la question d'âge est un problème. Et aussi attribuer des identifiants aux enfants est aussi problématique. Il faut aussi améliorer la diffusion pour alimenter la planification. Cela doit être une préoccupation majeure, surtout au niveau décentralisé, à l'échelle des écoles, à l'échelle des districts et à l'échelle des régions. Les gouvernements doivent aussi soutenir la disponibilité des données afin de planification. Donc, merci de votre écoute.
Merci d'avoir suivi ma présentation sur l'utilisation, la mise en œuvre, l'utilisation des données d'évaluation d'apprentissage. Merci beaucoup. Juste un petit rappel, nous prenons des commentaires et des questions dans le Q&A et dans la discussion. Donc, on va essayer de répondre à un maximum de questions après la présentation. Maintenant, je suis ravi de me tourner vers la Namibie et j'ai le plaisir d'accueillir deux collègues de l'Université de Namibie, Charmaine Villet, qui est la doyenne de la faculté de l'éducation, et RT Pomuti, qui est maître de conférence. Merci beaucoup de cette occasion. Je vais maintenant partager ma présentation avant de commencer. Thank you again. Merci encore. Nous allons présenter l'utilisation des données d'évaluation d'apprentissage dans la planification. Et comme Susan nous a présenté, je vais commencer tout de suite. Notre présentation va se focaliser sur 3 évaluations qui ont été mises en œuvre en Namibie. Ensuite, on va voir l'utilisation des données d'apprentissage dans les phases de la planification en Namibie. Ensuite, les obstacles principaux dans l'utilisation des données d'évaluation des apprentissages en Namibie. Donc, les 3 évaluations qui ont été mises en œuvre en Namibie sont le NSAT, le NSAT, qui est en fait administré en années 5 et 7. Nous avons ensuite le SACMEC qui est administré en année 6. Ensuite, nous avons l'EGRA qui est administré en années 2, 3 et 4. L'utilisation des données d'évaluation d'apprentissage dans le cycle de la planification. Je vais commencer par une analyse sectorielle. Nous sommes basés sur l'analyse sectorielle effectuée par le ministère. C'est l'analyse de 2017. Et les résultats ont été utilisés pour analyser les évolutions globales depuis 2009. Et depuis cette date, c'est-à-dire la date de mise en œuvre, nous avons trouvé que le gouvernement, les documents notent que les écoles n'ont vraiment pas utilisé les données qui émanent de cette évaluation NSAT. Et ces données sont très importantes pour améliorer le niveau des étudiants. Notre analyse sectorielle a été basée sur le plan stratégique du ministère de 2017-2018, de 2021-2022. Le plan reconnaît que les notes, les scores de NSAT sont médiocres et il y a un besoin d'améliorer le résultat et la performance des étudiants. Nous avons également trouvé que le NSAT et le SACMEC, les données de NSAT et de SACMEC a eu une influence sur le plan, mais il était très difficile d'identifier les politiques spécifiques qui ont été alimentées par elles. Ensuite, dans la mise en œuvre, pendant la phase de la mise en œuvre, nous avons trouvé que les résultats a alimenté les plans d'éducation régionaux. Elle a permis de suivre le progrès et éclairer les écoles sur les activités de rattrapage. Les données de NSAT et d'EGRA ont été utilisées pour le développement et la révision du programme scolaire et aussi pour la formation continue des enseignants. Alors que les données de NSAT et de SACMEC n'ont pas été utilisées pleinement dans les activités de planification. Par exemple,
pour allouer les ressources, non seulement au niveau central, mais aussi au niveau régional. Dans la phase de suivi et d'évaluation, nous nous sommes penchés sur le cadre de suivi et d'évaluation du plan sectoriel du ministère de 2017-2018 et 2021-2022. Et nous avons vu que il y a un référentiel et des cibles pour mesurer la performance de l'apprenant dans le NSAT. Les plans annuels des directions régionales pour 2018-2019 ont inclué les indicateurs de NSAT et ce sont des indicateurs qui font l'objet d'un reporting par les responsables régionaux. Dans le 4e plan de développement national, nous avons trouvé que ce plan inclut les indicateurs de NSAT afin de suivre le progrès accompli par les étudiants dans l'apprentissage. Maintenant, je vais me concentrer sur les obstacles. Les obstacles que nous avons identifiés est le suivant. Il y a en fait une absence totale d'une politique d'évaluation nationale qui définit l'objectif, l'utilisation des données d'apprentissage, la stratégie de diffusion et sur comment les évaluations des apprentissages doivent être liées aux autres évaluations. Nous avons également trouvé qu'il y a des différents documents qui esquissent l'utilisation des données d'apprentissage et cela est difficile pour l'utilisateur. Par exemple, comme pour les planificateurs d'éducation, pour les inspecteurs, pour les responsables d'éducation. Donc, ces groupes ont beaucoup de mal à avoir une compréhension commune sur le rôle des données. Une autre barrière, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les données d'évaluation des apprentissages et d'autres sortes de données. Et l'information contextuelle, donc ce sont des facteurs qui peuvent influer sur l'apprentissage de l'étudiant. Surtout, il faut savoir que l'analyse des données NSAT n'est pas liée aux données SACMAC, ni aux examens, ni aux données contenues dans le SIG. Et encore une fois, nous trouvons également que l'analyse des données de NSAT n'est pas liée aux différentes variables comme les questions socio-économiques, l'infrastructure, les enseignants, la formation des enseignants, le matériel pédagogique et tout cela peut avoir une influence sur l'apprentissage. Les données d'évaluation des apprentissages doit être liée aux variables qui impactent l'apprentissage et cela peut mieux influencer les décisions prises dans la planification, par exemple comme l'attribution des ressources financières à certains groupes. Une autre question, une autre barrière porte sur les retards dans la publication de ces données. SACMEC, par exemple, n'a pas été administré de façon régulière et les données n'ont pas été analysées en temps. Il y a eu des retards. Et l'on peut voir que les données arrivent tardivement et de ce fait, il est difficile d'avoir des résultats et d'être à même de les utiliser pour les activités de planification. Et ensuite, l'autre point, l'autre barrière, ce sont les ressources insuffisantes, tant financières que humaines, pour soutenir les évaluations de l'apprentissage en Namibie. Les EGRA
l'évaluation EGRA n'a pas été utilisée après sa première mise en œuvre. Elle n'a donc été utilisée qu'une seule fois. NSAT n'a pas non plus été utilisé en 2019 en raison de contraintes budgétaires. Et ensuite, nous avons également constaté qu'il y a eu des difficultés avec la mise en œuvre de l'évaluation SACMEC en raison d'une licence de logiciel périmée et d'un financement insuffisant pour la formation du personnel. Et enfin, nous avons constaté qu'il y a une absence de lien entre les évaluations de l'apprentissage en termes de conception, leur développement et leur mise en œuvre. En d'autres termes, nous avons noté que chaque évaluation de l'apprentissage était conçue, développée et mise en œuvre isolément et séparément des autres données et d'autres ensembles de données. Ceci signifie que l'on constate que le SACMEC a été conçu de manière différente du NSAT et de l'EGRA. Et nous constatons également que le NSAT et le SACMEC sont concentrés ou axés sur l'enseignement primaire, mais qu'il n'existe pas de lien entre les deux évaluations. Et nous avons également noté que ceci leur aurait permis de se compléter mutuellement pour une meilleure utilisation des données d'évaluation de l'apprentissage. Et merci à tous de votre attention. Thank you very much, Herta. Thank you, Charmaine. We know you're there. I'm just checking. Merci Charmaine, car nous savons que vous êtes également avec Herta et nous sommes extrêmement heureux d'avoir eu la possibilité d'entendre des personnes du Ghana et de la Namibie et nous allons revenir au plus général et je vais redonner le micro à notre ami Ramya Vivekananda et qui va nous parler du partenariat mondial de l'éducation, du GPE. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup, Sue. Merci à l'IPE pour cette invitation à participer à ce séminaire, mais j'espère que tout le monde peut voir ma présentation. Je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler du partenariat mondial de l'éducation, le GPE ou PME en français. Et nous travaillons avec les pays et nous voulons essayer de voir comment est-ce qu'ils utilisent les données de l'apprentissage, notamment dans la planification sectorielle et les barrières que les pays semblent rencontrer. Donc, un petit peu le contexte du partenariat mondial pour l'éducation. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais c'est juste au cas où certains d'entre vous ne connaîtraient pas bien le GPE, qui est un partenariat multiparties prenantes qui est axé sur l'améliorer l'éducation dans les pays à faible revenu et à revenus intermédiaires. Actuellement, nous avons 76 pays partenaires et le partenariat se fait réellement entre ces pays, mais également avec les gouvernements des bailleurs, les organisations internationales comme l'UNESCO, l'UNICEF, la Banque mondiale, mais également les organisations de la société civile, les associations d'enseignants, le secteur privé, les fondations privées également. Et c'est réellement cet engagement partagé pour aider les pays à renforcer leur système éducatif et d'offrir une éducation plus large à davantage de garçons et de filles. Nous travaillons actuellement avec une nouvelle stratégie récemment adoptée par notre conseil qui s'appelle le GPE 2025 et la vision de cette stratégie est réellement une éducation de qualité pour chaque enfant. Et nous sommes en train également de commencer à mettre en place un nouveau modèle de fonctionnement, à savoir comment est-ce que nous allons travailler avec les pays, qui est légèrement différent de ce que nous avons fait dans les années précédentes. Mais une chose qui reste toujours valable, c'est une exigence que nous avions dans le passé, que nous allons continuer à avoir, à savoir que les pays qui souhaitent avoir accès au fonds du GPE et son soutien doivent avoir un système ou un mécanisme en place pour suivre les résultats de l'apprentissage ou un plan assorti d'un calendrier pour le développer. Et s'ils ne font pas cela, ils sont supposés utiliser la subvention du partenariat pour créer ce système. Et de ce fait, concernant ce que nous faisons, lorsque vous regardez le niveau du pays dans le cadre de notre
les subventions de mise en œuvre. Au cours de la mise en œuvre de notre dernière stratégie, nous avons investi environ 106 millions de dollars pour renforcer les systèmes d'évaluation de l'apprentissage à travers les subventions pour les pays. Nous avons quelques exemples ici en Afrique subsaharienne, par exemple au Tchad, où nous avons soutenu la participation des pays à l'évaluation régionale du PASEC, ainsi que fait un travail initial pour développer un nouveau système pour l'évaluation nationale dans le pays, en RDC, République démocratique du Congo. La subvention du GPE a permis l'établissement d'une nouvelle agence indépendante chargée des évaluations nationales. Et au Rwanda, nous avons soutenu et appuyé cette année l'évaluation LARS, qui est un programme donc d'évaluation dans les écoles, et nous faisons également un travail pour soutenir les réformes des examens, de la formation et du développement des professeurs, et nous essayons également de développer un certain nombre d'activités d'intervention. Et au niveau mondial, nous venons juste à la fin de l'année dernière de terminer une initiative mondiale appelée l'évaluation pour l'apprentissage, pour l'initiative ANLAS, qui envisage donc de renforcer nos efforts au niveau des pays et pour promouvoir également une mesure plus globale de l'apprentissage. Les trois composantes de l'évaluation pour l'apprentissage et ce concerne l'expérience de cette initiative. Et d'un côté, nous avons développé une trousse à outils pour faire un diagnostic, pour aider les pays à faire une analyse globale de leur système d'évaluation national que l'on appelle l'ANLAS. Et ceci a été piloté en Éthiopie, en Mauritanie et également au Vietnam. Donc, je partagerai avec vous quelques-unes des conclusions pour notamment l'Éthiopie et la Mauritanie, mais c'est quelque chose qui maintenant est public et qui est disponible en 3 langues pour tous ceux qui sont intéressés par cette analyse. Nous avons également soutenu les réseaux régionaux sur l'évaluation régionale avec le réseau Talent en Afrique. Et enfin, nous avons également dû nous pencher sur la recherche concernant donc les compétences du XXIe siècle et comment est-ce que le GPE pourrait apporter un soutien plus grand dans ce domaine. Et ensuite, nous sommes, pour en venir à ce qui constitue l'objet de notre réunion, et vous parlez donc de ce qui est utilisé en planification sectorielle de l'éducation, une bonne partie de ce que je vais vous dire va revenir un petit peu à ce que Yeva et Rutua Manaya ont dit concernant le cycle de la planification. Et nous constatons que dans l'analyse du sectoriel de l'éducation, en premier lieu, comme nous avons pu le voir, très souvent, pratiquement à chaque analyse sectorielle que nous avons pu voir, et cela dépend du degré, bien entendu, mais a toujours une section axée sur la politique de l'éducation et des résultats d'apprentissage. Et ces données, en utilisant des données de diverses sources, que ce qu'il s'agisse donc d'une évaluation nationale ou internationale dans le pays, des GRA, EGMA ou même des examens nationaux. Et nous constatons que l'analyse porte sur les performances générales dans le cadre de ces dernières évaluations, mais dans la mesure également où il y a des tendances de données qui existent, cela est également souvent cité. Et dans la mesure du possible, nous constatons que les données sont désagrégées par genre le plus couramment, mais également dans la mesure où ces données sont disponibles en données rurales et urbaines, en données régionales et quelquefois en données socio-économiques. Dans certains cas, comme par exemple dans l'analyse sectorielle 2017 de la Gambie, il y a une analyse également des données de l'apprentissage par rapport aux facteurs conceptuels, comme par exemple dans le cas de la Gambie, le préscolaire, la fréquentation du préscolaire, les doubles vacations, le redoublement, l'absentéisme, etc. Mais ceci est plutôt rare et très souvent, l'on n'entre pas dans ce niveau d'analyse, souvent parce que ce n'est pas disponible sur le plan contextuel et ceci n'est pas nécessairement analysé avec les données des résultats. Mais nous voyons donc que l'on parle très souvent d'analyse des données de l'apprentissage. Et nous allons parler maintenant du plan sectoriel de l'éducation. Une bonne partie des travaux du GPE étaient axés sur le développement et la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Donc, je dirais que c'est vraiment l'essentiel de notre travail. Et très souvent, nous voyons ces données, des plans pour améliorer ces données qui sont mentionnées dans les plans sectoriels de l'éducation. Donc, dans la section contexte, on constate que les données d'apprentissage sont citées
et qu'une référence est faite à l'analyse sectorielle ou à d'autres sources. Mais pour ce qui est des plans également, des objectifs de la politique ou que certains appellent les prioritaires politiques, les programmes prioritaires, il y a presque toujours dans la plupart des pays un objectif ou un domaine prioritaire qui est axé sur l'amélioration de la qualité de l'éducation ou de la qualité de l'apprentissage. Et souvent, nous avons des composants, toutes ces activités importantes que l'on retrouve dans cette section. Et dans d'autres pays, il se peut que ce soit dans une section plus large, axée sur le suivi du secteur. Donc, tout dépend comment est-ce que le plan sectoriel est organisé, mais nous constatons que des programmes spécifiques ou des stratégies de plan sont indiqués dans le plan sectoriel. Donc, en Guinée, par exemple, référence est faite aux des évaluations normalisées régulières au Ghana, au plan sectoriel. Dans le plan sectoriel, on parle de renforcement des agences d'apprentissage sous la houlette du ministère de l'Éducation. Donc, il y a différents types de stratégies ou de plans qui sont mentionnés. Et je pense que de manière intéressante, lorsque l'on regarde les indicateurs qui sont utilisés pour ce plan sectoriel comme les indicateurs clés de performance, les indicateurs sectoriels à un niveau peut-être plus problématique, nous constatons très souvent que l'accent est mis sur l'amélioration des résultats de l'apprentissage. Et il y a donc des résultats et des termes spécifiques pour l'amélioration des performances dans le cas de la Gambie ici, dans le cadre des évaluations nationales et dans le cadre des GRA et des examens de certification d'Afrique de l'Ouest. Et ceux-ci sont inclus dans le cadre de résultats du plan sectoriel et dans les cibles, et ainsi des cibles peuvent être mieux établies. Puis si l'on passe maintenant à la phase de mise en œuvre, pour ce qui est de la mise en œuvre des plans sectoriels, bien entendu, il y a le financement des gouvernements, mais également de différents partenaires du développement, y compris le GPE, c'était ce que l'on appelait notre subvention de mise en œuvre, et plus de 90% a permis de soutenir des activités comme celles dont je vous ai parlé pour le SIEG ou l'évaluation de l'apprentissage. Et pour le GPE, nous offrons également souvent ce qu'on appelle le financement basé sur les résultats. Et il y a des subventions et il y a une tranche fixe et une variable, comme par exemple le DRC et Djibouti. La République démocratique du Congo, pardon, et Djibouti sont axés sur l'amélioration des résultats de l'apprentissage. Dans le cas de la RDC, il a été dit qu'il faudrait qu'il y ait une augmentation de 10% en deuxième année à l'école et les élèves et des élèves de cette année, de cette deuxième année, avant que d'autres tranches de financement ne soient déboursées. Et enfin, dans le cadre du dialogue sectoriel, le suivi et l'évaluation par différents moyens, y compris à travers des revues conjointes du secteur, et nous encourageons les pays à organiser cela de manière assez fréquente, dans la mesure où les données de l'apprentissage s'appliquent à des domaines prioritaires dans le plan sectoriel, nous constatons que l'accent est également mis là-dessus dans le cadre du suivi et de l'évaluation. Et s'il y a des cibles particulières mises en place, ce sera encore plus fort. Mais ceci, bien entendu, varie d'un pays à l'autre. Donc, c'est ce que nous constatons au niveau mondial, au niveau de la planification sectorielle. Mais si nous en venons maintenant à certaines barrières, je voudrais maintenant vous parler des travaux qui sont soutenus par les subventions. Et on a le réseau Talent, qui est le réseau régional coordonné par le bureau de Dakar de l'UNESCO, qui récemment a publié un rapport se penchant sur cette question et sur l'utilisation efficace d'évaluation d'apprentissage à grande échelle pour améliorer les résultats de l'apprentissage et des systèmes éducatifs. Et cette étude, qui est axée sur 10 pays en Afrique, a cité certaines des principales barrières rencontrées. Et je pense que ceci peut être, certains panélistes s'y retrouveront, l'absence d'appropriation de culture, des éléments probants, notamment des évaluations de l'apprentissage à grande échelle qui ne sont pas suffisamment utilisées, enfin leurs résultats du moins, l'absence d'intégration entre les différentes évaluations, une publication très lente des résultats, de faible collaboration institutionnelle, et dans certains pays, il y a encore des tensions non résolues entre les objectifs en matière d'accès et de qualité par rapport à l'apprentissage dans les écoles, et
Et ce sont là certaines des barrières qui ont été citées en particulier dans ce rapport et qui se font l'écho de ce que certains collègues d'aujourd'hui avaient dit. Et c'est ma dernière diapo, juste pour conclure. Comme je vous ai dit, à travers l'initiative, nous avons en fait développé une boîte à outils pour les pays pour qu'ils puissent analyser leur système d'évaluation d'apprentissage. Et un domaine de prédilection, c'était la capacité d'utiliser les données d'évaluation. Donc, dans les 2 pays pilotes en Éthiopie, le pays, en fait, il y avait quelques progrès qui ont été accomplis à cet égard, mais il y avait encore la marge de manœuvre. Donc, la capacité était atteinte n'a qu'à moitié. Et il y avait quelques problèmes autour d'utilisation des données et la diffusion des données, surtout en ce qui concerne l'évaluation formative. Et il y avait quelques mesures qui ont été recommandées, y compris le renforcement des capacités pour les professionnels de l'éducation, mais aussi la formation sur des logiciels de statistiques et aussi augmenter la capacité de SIGE pour faire des liens avec les autres bases de données. En Mauritanie, nous avons en fait travaillé aussi dans ce pays et donc la capacité n'a pas du tout été atteinte et il fallait vraiment des améliorations très importantes. Donc, les parties prenantes n'ont pas la capacité. Il y avait en fait un problème de moyens logistiques et donc il y a un besoin urgent de renforcement de capacité, de formation spécifique autour des différents aspects du cycle d'évaluation. Donc, pour conclure, je dirais que dans notre travail à l'échelle internationale, surtout en Afrique subsaharienne, les résultats ont été assez semblables à ceux qui ont été reportés par des autres. Donc, il y a un besoin général de renforcer la capacité et de s'assurer que les données d'apprentissage répondent aux questions clés soulevées par les décideurs. Et il faut que ces données soient accessibles et utilisables et il doit vraiment alimenter un dialogue intersectoriel plus large. Donc, je vais m'arrêter là et je serai ravi de prendre toute question. Merci beaucoup, Ramia. C'est très clair. Il y a beaucoup de synergie. Il y a aussi des intérêts communs et c'est excellent que nous parlons pour faire avancer notre objectif commun. Donc, je vais maintenant donner la parole à Lynn Sargent qui a en fait la tâche lourde de choisir quelques questions massues et quelques commentaires importants. Donc, je vais maintenant vous demander de faciliter le dialogue. Merci beaucoup, Sue. Nous avons eu pas mal de questions dans le chat et dans le questions-réponses. Nous avons essayé de classer les questions en fonction des thèmes. Donc, ma première question porte sur les problème de diffusion qui a été en fait posé par plusieurs personnes. Et je souhaite en fait poser cette question à Eva, Maït et Charmaine. Donc, 3 questions différentes. Pour pouvoir diffuser et utiliser les résultats, faut-il définir un objectif de communication dès le départ? Et je sais que toutes les évaluations doivent parler aux différents professionnels qui travaillent à des phases différentes de la planification. Et lorsqu'on se penche sur les diffusions, lorsqu'on parle de la diffusion, est-ce que vous avez en fait pensé à des communautés inalphabètes? Ensuite, est-ce que les formats de présentation de résultats ne doivent-ils dépendre du niveau? Donc là, je m'arrête. Si on peut commencer avec Eva et ensuite Maït et ensuite Charmaine qui peuvent partager leur avis. Merci beaucoup. C'est des questions très intéressantes. Je vais commencer avec la stratégie de diffusion.
À partir de ce que nous avons vu, sachez que il est très utile d'avoir une stratégie globale de communication parce que cela peut vraiment nous pousser à réfléchir sur la façon de communiquer. Cela peut également influer le produit que vous avez préparé. Et si il y a une planification dès le départ, cela peut augmenter l'efficacité. Donc, la question de communauté est très importante également. Nous avons en fait eu des exemples très récents en Gambie où il y a des cartes communautaires qui sont en fait créées. Ce sont des images qui présentent les résultats des étudiants dans un format accessible. Et nous comparons la performance des différentes écoles, des régions et des districts et nous faisons une comparaison par rapport aux ressources. Et tout cela à travers les images, donc une représentation pictorielle. Ensuite, je suis tout à fait d'accord. Il faut que le format de diffusion doit être adapté et il faut aussi faire une analyse de données. Et il y a aussi la conception de l'évaluation. Donc, il faut penser à la conception dès le départ. Nous remarquons que dans certains cas, les échantillons ne sont pas du tout représentatifs et cela est dû à un problème de conception. Est-ce que j'ai oublié une question? Oui, Non. je voulais Oui. simplement ajouter que l'importance d'avoir une stratégie de la diffusion des résultats aussi permet de s'assurer qu'il y a un budget suffisant disponible pour toutes les activités qui peuvent être mises en œuvre, parce qu'on avait dit, ce qu'on avait dit dans la présentation, c'est le point du processus qui est le plus impacté par le manque de financement. Donc, anticiper à l'avance les financements disponibles peuvent permettre justement d'arriver à terme dans ces activités, même si bien sûr il y a des variations dans la pratique, et c'est ce qu'on a pu observer dans certains pays où, même s'il y a une stratégie de dissémination en place, il y a quand même quelques écarts dans la réalité. Et l'autre chose aussi, c'est peut-être une stratégie va permettre de clarifier le rôle que chaque acteur va avoir à jouer dans le processus. Et par exemple, en Namibie, il y a une directive pour chaque évaluation nationale NSAT qui va donner la responsabilité à chaque acteur régional ou district et au niveau école qui doit partager le rapport et avec qui et dans quel délai. Donc ça aussi, ça permet peut-être de renforcer l'efficacité de la dissémination dans la pratique. Voilà, merci. And maybe Charmaine, would you like to? Charmaine, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, s'il vous plaît? Pardon, c'est Mike. Pas Charmaine, Mike. Du perspective ghanéenne, les données d'évaluation, d'apprentissage ne sont pas du tout présentes parce qu'il y a un certain prérequis qui doit être rempli pour la diffusion. Et il faut vraiment avoir en fait une stratégie de diffusion dès le départ. Donc, l'apprentissage est il faut vraiment suivre l'apprentissage. Il faut organiser des formations et il faut aussi s'assurer de l'engagement de parties prenantes. Et tout cela, en fait, n'est pas du tout reflété au niveau des écoles. Et ce qui peut aussi mettre à mal la planification à l'échelle régionale. Il y a des synergies qui sont créées dans mon pays. Il y a des liens qui sont établis entre les différents groupes de données et nous allons ainsi pouvoir obtenir des données beaucoup plus complètes à l'échelle de l'école pour qu'il y a en fait une certaine autonomie dans l'utilisation des données à tous les niveaux de planification. Il y a aussi un autre problème. Il y a un problème de responsabilisation. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'argent pour faire la diffusion, c'est un énorme problème parce qu'il y a toujours, nous sommes dépendants du flux externe. Donc, il faut vraiment prévoir une stratégie de diffusion. Il faut aussi s'assurer d'un financement pour que cela soit possible.
Donc, il faut vraiment, en fait, que les données recueillies aient du bon sens. Charmine, est-ce que vous avez des expériences à partager de la part de Namibie? Merci beaucoup, Lynn. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit par les différents orateurs. Surtout en ce qui concerne la diffusion d'informations. Je souhaite ajouter que il faut une politique qui parle à tout le monde, une politique complète qui parle à tous les acteurs impliqués dans toutes les phases du cycle de planification. Et une question qui doit être abordée, c'est comment s'assurer que les gens sont sensibilisés à ces questions. Pourquoi est-il important d'utiliser les données d'évaluation des apprentissages dans la planification? Nous estimons que les gens le comprennent, mais il n'est pas si bien compris. Et parfois, les gens ont du mal à voir son importance dans leurs différents rôles. Et il y a aussi, en fait, un amalgame entre ce que les gens perçoivent comme étant important. Donc, par rapport aux données qui viennent des résultats d'apprentissage et des données qui viennent des examens. Donc, il y a souvent un amalgame. Donc, nous devons vraiment, en fait, faire la part des choses dans les politiques. Il faut expliquer pourquoi est-ce que ces deux sources de données sont différentes et pourquoi est-ce que nous devons utiliser davantage les données d'évaluation des apprentissages dans nos cycles de planification et l'utiliser à un degré plus important par rapport au degré d'utilisation actuel. Une autre question qui a été soulevée à maintes reprises, c'est la question de capacité. Comment est-ce que nous pouvons renforcer la capacité dans ce domaine pour l'analyse quantitative et qualitative? Donc, je souhaite demander à Ramia si elle souhaite apporter des commentaires. Ramia, vous avez la parole. Oui, bien entendu. Je pense que c'est une question très importante et nous avons entendu cette question non seulement dans les présentations des pays, mais aussi à l'échelle internationale. Sachez qu'il faut un renforcement de capacité sur tous les niveaux. D'un côté, je pense que l'expérience d'administrer une évaluation doit être couplée avec le renforcement des capacités de ceux qui font ce travail. Donc, je parle de recueillir des données, l'analyse des données, la diffusion, la communication. Donc, il faut vraiment que ce soit une partie intrinsèque du programme. Et il faut aussi, quand on a la possibilité de participer à un programme d'évaluation national ou international, le pays peut vraiment bénéficier de cette expérience si une évaluation de telle ampleur n'a jamais été faite. Par exemple, PASAC ou bien d'autres évaluations en Asie du Sud. C'était vraiment, en fait, une expérience pédagogique extrêmement riche pour les équipes qui ont été mises en place. Mais je pense que c'est une question de voir comment est-ce que nous pouvons faciliter l'accès pour nos amis qui viennent des pays à faible revenu à travers une formation beaucoup plus large qui existe sur comment travailler avec les données, comment faire comment analyser les données. Et sachez que parfois les moyens sont extrêmement limités, donc ceux qui ont travaillé avec les partenaires de développement, on a dû voir ce qu'il faut faire pour améliorer l'accès. Donc merci beaucoup. Donc nous avons juste 1 minute et je voulais juste vous dire que nous avons en fait un forum de discussion en ligne. Vous avez le lien dans le chat, mais nous pouvons en fait nous pouvons partager ce lien avec vous. Juste une petite question pour Eva et Fernanda.
La question est quelles sont les questions communes qui émanent des études comparatives et comment est-ce que les universitaires qui sont intéressés dans ce sujet peuvent éclairer ces questions dans les différentes régions. Merci beaucoup. Donc, nous pensons à comment lier les résultats des régions subsahariennes avec des résultats des régions de l'Amérique latine. Quels sont les points de similitude et les différences? Donc, c'est un plan, c'est un projet pour l'avenir et on va voir comment est-ce quels sont les résultats que nous aurons. Ma collègue, est-ce qu'elle souhaite ajouter quelque chose? La collègue est inaudible presque. J'essaie de faire mon mieux. Nous avons parlé de cette question. Nous voulons explorer plusieurs pistes. Nous attendons en fait les résultats de l'Amérique latine et nous aurons des informations dans les semaines à venir. Merci beaucoup et je vais en fait donner la parole à Sue pour conclure. Merci beaucoup, Lynn. D'abord, c'est un immense plaisir de vous voir tous. Merci d'être là parmi nous. Donc, il y aura aussi 2 autres webinaires, le 23 mars et ensuite la semaine prochaine, nous allons en fait étudier les contextes institutionnels et ensuite, il y aura la 3e séance, donc le 16, 23 et le 30 mars. Donc, 3 semaines consécutives. N'oubliez pas de venir. Merci beaucoup à tous les orateurs d'avoir préparé les présentations, d'avoir partagé vos enseignements avec nous. Et je souhaite également remercier l'équipe de l'IPE et nos chers interprètes. Merci beaucoup et restez en toute sécurité et merci d'être venus. Au revoir.